De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Aurélie Janin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de Mohamed, l'enfant qui a parcouru 11 000 kilomètres pour étudier. C'est paru aux éditions Attizé. C'est bien ça, je me trompe pas. Attise, pardon. Attise. Le silence n'existe pas, je l'ai noté. Écoutez pour voir. Toujours, vous entendrez au moins le son de votre cœur dans votre poitrine. Le silence n'existe pas et certainement pas pour Mohamed. Ce sont en gros les premiers mots que l'on peut lire du livre. Un livre très fort, très poignant qui raconte l'histoire effectivement de cet enfant qui a parcouru 11 000 kilomètres pour aller étudier. Il n'avait qu'une seule envie, cet enfant, non pas d'aller manger des bonbons, non pas d'aller au cinéma, non pas d'aller danser ou de faire la guerre, mais tout simplement d'apprendre. Voilà, il voulait aller à l'école, Mohamed. Et presque à n'importe quel prix, parce que c'est quand même un périple. On ne parle pas d'une petite marche ni d'une randonnée pour aller à l'école. C'était au prix de la séparation avec sa famille et d'une vie complètement nouvelle pour lui, et seul à 13 ans. Alors on va en parler évidemment de tout ce périple, de toute l'histoire de Mohamed. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est cette rencontre entre lui et vous. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé par l'entremise de l'éditrice, la fondatrice de la maison Attise, qui de son côté créait donc cette maison avec la volonté d'avoir une collection, entre autres, d'histoires vraies d'enfants qui incarnent par leur action, leur projet de vie, le fait que des enfants puissent faire des grandes choses, même s'ils sont tout petits. Et dans le cadre de cette collection, elle rencontre via un réseau associatif Mohamed. Et voilà, elle suivait mon travail d'autre part et elle a pensé que voilà, nos sensibilités pouvaient se rencontrer. Et elle a organisé cette rencontre qui a eu lieu il y a à peu près 1 an. Mohamed avait alors 19 ans et on s'est rencontrés à Pau, là où il vit aujourd'hui. Une rencontre qui a duré combien de temps ? Qui a duré 4-5 heures. Je savais que Mohamed avait raconté son histoire un petit peu, entre autres à des psychologues qu'il a rencontrés au fil de son périple, et puis à une enseignante, mais jamais vraiment complètement. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc j'y suis allée aussi avec un peu l'angoisse de raviver chez lui des souvenirs difficiles, donc je ne savais pas trop quelle posture avoir. Donc pour être très honnête, je crois que j'ai passé 4-5 heures à prendre des notes, mais après presque pas bouger. Je voulais le laisser. Alors il parle très bas, Mohamed, en plus avec une voix grave mais très basse, et je sentais voilà, que ça faisait quand même remonter beaucoup de souvenirs chez lui, et je voulais le laisser libre d'être dans son émotion à lui. Donc j'intervenais peu, j'écoutais, j'essayais de rester moi le plus stable possible pour que lui puisse être dans le souvenir et dans son récit, et puis qu'il sente que j'avais la plus grande écoute possible pour qu'il puisse livrer des choses y compris difficiles, puisque c'est un livre pour enfants qui ne raconte pas tout, parce que tout était difficile à écrire pour des enfants, mais le laisser lui raconter en tout cas tout ce qu'il avait envie de raconter. Alors l'histoire, on va la dire en quelques mots, même si évidemment je vous conseille de lire ce livre, Mohamed, l'enfant qui a parcouru 11 000 kilomètres pour étudier. Un livre que vous pouvez lire vous, avec vos enfants, seul, avec vos grands-parents. Peu importe, c'est un livre pour tout le monde, un livre nécessaire. Un livre qui raconte donc l'histoire de ce jeune garçon qui a 13 ans et qui est en Guinée, si je ne me trompe pas, et qui décide, qui a envie effectivement d'étudier, tout simplement qui a envie d'apprendre. C'est très compliqué pour lui, c'est ça ? Autour de lui, il n'a pas accès. Nombreuse, et puis le décès de son papa qui change un peu les choses, donc ça devient compliqué pour sa mère de lui assurer qu'il ira à l'école. Donc elle décide de le confier à son grand frère, et donc il part comme ça de chez lui avec l'intention d'étudier. Et puis en fait c'est un périple qui se construit comme ça peu à peu, c'est-à-dire qu'il y a une première destination et il voit. Mais qui n'est pas à 20 km, elle est à 600 km. C'est ça, voilà, c'est la ça. première destination. Il part en Côte d'Ivoire. Et en fait, ce chemin se construit comme ça, c'est-à-dire que chaque étape ne comble pas le rêve. Il y a une forme de résignation parce qu'on décide quand même pas tout à fait de tout quand on a 13 ans. Et en même temps, Mohamed tient très fort ce projet. C'est-à-dire quand ça ne convient pas,
il décide, c'est ça qui est aussi assez fou, c'est qu'il prend des décisions qu'on a du mal à imaginer. Voilà, j'ai un enfant de 13 ans, j'ai du mal à imaginer qu'il prenne ce genre de décision. Il décide de partir et le chemin se construit comme ça. Un chemin qui se construit aussi jusqu'à destination, c'est-à-dire jusqu'à la France. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, il rêve d'apprendre le français, Mohamed. Ouais. Lorsqu'il se retrouve effectivement chez son demi-frère en Côte d'Ivoire, donc il a 13 ans, encore une fois, il vient de parcourir déjà 600 km, il n'a pas pris l'avion pour y aller, ça a été compliqué. Il se retrouve chez son demi-frère qui a le caractère, si je ne me trompe pas, de son papa, un caractère un peu dur, pas simple pour lui. Il veut apprendre le français, son demi-frère n'est pas d'accord. Il décide de partir et là il part à Bamako, donc au Mali, qui se trouve à 1000 km de là aussi. Donc le périple continue en fait, ça ne cesse pas et là il a à peine 15 ans. Ah oui, non, il a encore 13 ans. Hein. Encore 13 ans. Il a encore 13 ans et il le dit à un moment donné qu'il arrête lui-même de compter le temps. Puisque les épreuves sont de plus en plus conséquentes. Et effectivement, je disais tout à l'heure, on ne parle pas de randonnée. Hein. Non seulement on parle de très grandes distances, mais en plus qui ne sont pas pour le plaisir du tourisme. Donc chaque étape, entre guillemets, c'est beaucoup de souffrance physique, c'est beaucoup d'épreuves, c'est beaucoup de risques aussi. Mais pourquoi son envie d'apprendre le français? Alors, il a ce rêve d'apprendre le français et puis d'étudier. Il y a effectivement un vrai fantasme de la France parce qu'il arrive en Italie. On pourrait dire, voilà, il arrive, pays européen. Après être passé par l'Algérie, quand même. Après être passé par l'Algérie, par la Libye, après avoir traversé la Méditerranée. Il arrive effectivement en Italie. On lui dit tout de suite, toi, il faut que tu partes. Et lui a ce rêve de la France, avec cette idée qu'en France, il pourra avoir un vrai projet. Et on s'occupera de lui. Ce ne sera pas seulement, tu es arrivé et tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Il va pouvoir choisir, se trouver un métier et être accompagné. C'est vraiment ça qui le porte. Et est-ce qu'il a été déçu en arrivant ou c'était ce à quoi il s'attendait? Alors il est arrivé en France, il est arrivé à Nice, mais il voulait aller à Paris. Alors il a été déçu par la Tour Eiffel, qu'il a trouvé beaucoup trop rouillée. Non, il a été surpris par le fait, on le raconte dans le livre, mais qu'en arrivant à Paris, il ne peut pas demander d'aide, il est à la gare et il se tourne, il cherche de l'aide et personne ne répond. Personne ne répond. En ce sens-là, ça peut être décevant, mais c'est surtout que quand on parle de telle distance, une destination, c'est-à-dire qu'il est arrivé à destination, il est arrivé en France, mais ça reste un pays entier. Donc quand on est arrivé, on est en même temps arrivé nulle part. Donc c'est dur pour ça. Donc il fait Nice-Paris et en réalité, il était attendu. Donc en fait, il est revenu après à Pau et c'est là qu'il a été pris en charge. Pris en charge dans une école où il a vécu le problème du racisme? Il a vécu le fait d'être le seul noir. En fait. Donc le racisme, c'est celui de qui es-tu, tu ne nous ressembles pas, et puis pas tout à fait le même âge, et puis encore la barrière de la langue. Donc il y a cette forme d'adaptation. Tout est différent en fait, parce qu'il arrive à un certain niveau, mais qu'il n'a pas. Il ne peut pas être dans une classe inférieure, ni dans une classe, donc c'est quand même très, très compliqué pour ça. Des copains qui l'accueillent, qui sont Mais il a un copain, entre autres, qui l'accueille. Un seul, il en parle dans le livre. Ouais, il y en a un seul qui décide d'en faire son copain, précisément. Et ça ouvre toutes les portes à partir de ce moment-là. Pour lui, ça devient impossible. C'est vraiment une ode à la détermination aussi et au courage, bien entendu, parce que c'est 11 000 kilomètres pour partir étudier à l'âge de 13 ans. Je veux dire, il avait une détermination folle. D'où il tient ça? Est-ce qu'il a réussi à vous dire quel était son projet, en fait? Je pense que même lui a du mal à analyser ça. C'est-à-dire que moi, je l'ai interrogé là-dessus aussi parce que ça m'a marqué aussi, cette capacité à prendre des décisions, à décider d'aller encore plus loin alors que ça a déjà été très dur. Je crois que lui explique pas trop ça, à part cette espèce d'énergie vitale, en fait. Ici, ça n'est pas possible de rester. Enfin, par exemple, quand il est en Libye, il dit évidemment que ça n'est pas un projet de rester ici. Donc, faut continuer jusqu'à ce que ça se passe bien quelque part. Alors votre projet, évidemment, vous êtes auteur, enfin autrice, Aurélie Janin. Le projet, c'est de faire un livre, effectivement, avec les éditions Attise. Comment on fait quand on a une telle histoire, qu'on vous délivre comme ça, qui est évidemment extrêmement mouvante, extrêmement forte, pour pouvoir l'adapter dans cette version, donc magnifiquement illustrée par Clémence Polge aussi. Voilà, je montre des images, je ne sais pas si on les voit bien, mais... qui est vraiment à la fois l'histoire de ce jeune garçon et en même temps des illustrations qui sont sublimes. Comment on fait?
Il y avait pour moi une grande masse de matière, parce Mohamed m'a raconté son histoire dans beaucoup de détails. Le premier sujet pour moi, c'était de m'adapter au lectorat, c'est-à-dire à la fois d'être fidèle à l'histoire de Mohamed sans faire peur, parce que finalement on se rend compte qu'au moment où on aborde ces sujets-là, c'est un champ pour des enfants ici qui est complètement inconnu. Partir de chez soi, être caché dans une voiture, avoir à faire face à des voleurs, entre autres, des bandits, comme il dit. Donc le sujet, c'était de m'adapter à ce lectorat, rester fidèle à l'histoire de Mohamed, ne pas la dénaturer et en même temps, peut-être ne pas tout dire, ce qui rendrait le propos inintelligible, ça serait contre-productif parce que ça ferait juste peur. Donc il y a le fait de sélectionner un petit peu, et puis de travailler avec Clémence Paul, avec les illustrations, pour que l'émotion passe aussi par ces images, que ce qui pourrait sembler un peu trop dur par les mots passe par la couleur, l'image, etc. Au-delà de l'émotion, évidemment, ce livre permet les dialogues qui n'est pas toujours évident entre parents et enfants, ou alors entre grands frères et enfants, la personne qui lit le livre avec soi, ou tout simplement seul face à Mohamed, l'enfant qui a parcouru 11 000 km pour étudier. La question, la possibilité de se poser cette question de la chance. La chance de pouvoir étudier, la chance d'être dans un pays où on a accès à l'éducation, où c'est pas facile pour tous, mais globalement, on y a tous accès. Et cette différence, si je puis dire, cette diversité par rapport aux autres pays qui nous entourent et qui sont si proches. Oui, le récit de Mohamed, il incarne de façon très personnelle et individuelle une histoire qui est aussi celle de beaucoup de mineurs isolés. Donc il vient ouvrir une porte qui est la sienne, mais qui raconte quelque chose de plus global. Et ça vient raconter à des enfants quelque chose qu'ils ne soupçonnent pas, à juste titre en fait. Ça vient vraiment ouvrir le champ. Mohamed parle beaucoup de chance dans son récit, et c'est ça qui était intéressant, c'est de remettre les choses en perspective. Il trouve qu'il a de la chance parce qu'il a survécu. Il trouve qu'il a de la chance parce qu'il a réussi à étudier, à choisir son métier, parce qu'à un moment donné, il arrive dans un groupe où il n'est pas battu, où on lui donne un peu à manger. La chance, elle se situe là. Donc ça vient remettre, c'est vrai que c'est un fil d'Ariane dans ce récit, ça vient remettre la chance à d'autres endroits. Et ça vient questionner les enfants et les adultes sur ce sujet-là, évidemment. Quand on se pose ces questions-là, la chance d'être encore vivant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses à régler, évidemment. Merci beaucoup, Aurélie Génin, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous avez donc, avec Clémence Paul, qui est illustratrice, écrit ce livre, Mohamed, l'enfant qui a parcouru 11 000 km pour étudier, aux éditions Attise. Merci d'avoir été sur ce plateau du Grand JT. Merci pour lui. On va retrouver Guillaume Bian pour sa chronique.